Vous faites bien de suivre les programmes de la télévision Africa 7. C'est en direct, hein. C'est la rédaction qui pose le débat ce soir sur l'élimination des Lions de la Teranga à la CAN au premier tour. Peut-on parler d'élimination précoce ou pas? Est-ce que le Sénégal avait les outils nécessaires pour se qualifier en quart de finale dans cette poule, on va dire très élevée d'ailleurs, hein? Est-ce qu'Alain Giresse a une part de responsabilité dans cette élimination des Lions? Et dans tout cela, quelle est la part de responsabilité aussi de la Fédération sénégalaise de football, où ce résultat reflète tout simplement le niveau du football local? On ne sait pas trop bien s'il y a une liaison, une corrélation ou bien, mais on le saura tout à l'heure avec nos invités qui sont Mayacine Mar, directeur technique national, Pape Dian, analyste sportif, aussi animateur sportif aussi hein, à Sud FM, la première radio privée du Sénégal, Pape Camara, entraîneur, licence à CAF. Pour la petite histoire, Pape Camara est aussi un ancien footballeur du Jaraaf. Et Hassan Fall, observateur également, que vous avez l'habitude donc de voir sur le petit écran, plus précisément ici même sur la télévision Africa 7. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à nos invités. Bonsoir à vous, messieurs. On va commencer par le directeur technique national. Bonsoir à vous, monsieur Mar. Bonsoir. Je suis très heureux et ça me fait plaisir, en tout cas, depuis l'expédition de la CAN, de faire la première télévision. En tout cas, pour donner un peu mes impressions. C'est parce qu'en fait, j'attendais quand même que la fédération se réunisse d'abord, tire le bilan, et ensuite, ce qui me permettra peut-être après maintenant de pouvoir, en tout cas, livrer mes impressions et par rapport également aussi à la feuille de route tracée par la fédération. C'est un plaisir partagé. Je rappelle juste aux téléspectateurs que la Fédération sénégalaise de football s'est réunie aujourd'hui tout au long de la journée. La réunion vient de se terminer à l'instant même. On en parlera dans cette émission. Et juste à côté de également Mayacine Mar, Hassan Fall, observateur. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir. Affirmatif pour participer à ce débat, pour compléter cette distribution très généreuse, parce que j'ai conscience que je suis entouré par des techniciens hors pair qui ont fini de prouver à la face du Sénégal ou à la face du monde leur technicité. Donc je sais que de ce débat-là, on pourra tirer beaucoup d'éclairage pour analyser lucidement, mais sans passion, la situation actuelle du football sénégalais. D'accord, raison pour laquelle également nous avons sur ce plateau Pape Camara, je l'ai dit aussi en introduction, entraîneur licence à CAF, ancien footballeur également du Jaraaf. Bonsoir à vous, monsieur Camara. Bonsoir, cher Djabi. C'est un honneur pour moi de participer à ce débat, pour peut-être donner mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Et on va terminer par le doyen Pape Dian, et c'est d'ailleurs la première question sera réservée au doyen Pape Dian. Mais d'abord, bonsoir à vous, doyen. Bonsoir. Alors, doyen, comment comprendre un peu l'élimination, on va dire, cette élimination des Lions de la Teranga? Je crois que ce n'est pas la première fois que cette équipe est éliminée de cette compétition. La CAN, depuis qu'elle existe, nous avons participé à notre première CAN, c'était en 1965 à Tunis. L'équipe était amenée par Habib Ba, qui était un ancien footballeur de l'Union sportive de Gorée, un grand milieu de terrain aussi, qui connaissait le football et qui avait fait des résultats avec d'abord l'Union sportive de Gorée. Quand Gorée faisait le tampon par rapport à ses adversaires, qu'elle gagnait par un écart de 4-0. Et c'est justement ce monsieur-là à qui on avait confié l'équipe nationale qui était parti à Tunis. On a vu les conditions dans lesquelles l'équipe a été éliminée. On a fait 0-0 avec la Tunisie, on a gagné l'Éthiopie. C'était une poule de 3, je crois. L'Éthiopie qui avait gagné par 4-0 a finalement eu gain de cause par rapport au Sénégal qui avait gagné par 5-1. À l'époque, c'est la Tunisie qui était qualifiée. Et en fait, on s'attendait à jouer au moins les demi-finales. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a été 4e. Mais quand on est revenu, on a remercié l'entraîneur de l'équipe, Habib Ba. Mawad Lamine Diak prennent l'équipe avec Joe Diop. Ils partent à Asmara. D'après les observateurs, c'était l'une des meilleures équipes de la Coupe d'Afrique, mais qui n'est pas sortie encore au premier tour. Quand ils sont revenus, les gens se sont retrouvés, on a beaucoup discuté, on a laissé l'équipe avec, ils ont continué jusqu'en 72 aux éliminatoires des Jeux Olympiques. Tel a été le cas pour cette année aussi? Oui, l'équipe n'était pas encore qualifiée, donc on a changé la direction. Et depuis longtemps, avec les changements répétés, on ne trouve pas le bout du tunnel. Moi, je crois qu'il ne faut pas tout simplement changer les gens et qu'après les choses continuent de mal en pis. Il faut voir profondément ce qui se passe. Il faut faire une lecture de tout ce qui s'est passé depuis lors et qu'on n'arrive pas justement à avoir de bons résultats.
Et pourtant, les gens travaillent, mais il y a des problèmes. Justement, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver ces problèmes-là et de trouver les mots pour savoir comment les penser et comment régler ça, puisque ça ne peut pas continuer éternellement. On ne peut pas toujours perdre. Je crois que vous avez été surpris quand même, on va dire, par l'élimination des Lions au premier tour, malgré cette poule aussi, on va dire, ces équipes qui ont fait quand même une très belle prestation lors du dernier mondial. Non, pas surpris, puisque vous savez, dans des compétitions de ce genre, on voit toujours les grandes équipes sortir au premier tour. Le Cameroun est une grande équipe. Sorti au premier tour. Il y a d'autres équipes, même à travers le monde, qui sortent au premier tour. On ne comprend pas finalement pourquoi justement ces équipes ne gagnent pas, puisque moi, avec l'équipe du Sénégal, certes, il y a des problèmes, mais les joueurs aussi, à mon avis, n'ont pas donné ce qu'on attendait d'eux. Certes, l'entraîneur a commis beaucoup de fautes, mais les joueurs aussi qui sont dans le terrain ont une part de responsabilité, puisque si on vient en Afrique et qu'on veut jouer comme si on était en Europe, il y a une grande différence entre l'Europe et l'Afrique. D'accord. Alors, le temps de revenir un peu à vous et de laisser plus tard la parole à Mayacine Mar, directeur technique national, et aussi membre de la Fédération sénégalaise de football, c'est la voie de source, hein, c'est normal. On va laisser la parole donc au coach Pape Camara, qui va nous expliquer un peu et nous dire un peu comment aussi lui aussi il voit un peu, on va dire, l'élimination des Lions. Comment comprend-il un peu cette élimination? Bon, tout d'abord, je tiendrai à compléter mon doyen que Habib Ba, c'est le père de Malick Daf. Habib Ba, il a joué pratiquement avec mon père Oumar Gueye. Daf ensemble. En 1950. Ils ont joué ensemble. Ouais, donc, il a eu à entraîner, comment dirais-je, Habib Daf, qui a été le père de Malick Daf. Bon, pour cette élimination, je pense qu'il y avait des signes, annonciateurs que les gens sur lesquels les gens ont fermé vraiment, à mon avis, l'œil. Parce qu'on a eu en son temps à alerter mais quand on alerte, les gens ont tendance à nous prendre pour des gens qui sont négatifs. Quand vous alertiez, qu'est-ce que vous disiez à l'époque et que les gens ne vous ont pas entendu? Moi, j'ai dit très tôt que l'entraîneur tâtonnait. Et je l'ai dit en direct. Oui, j'avais beaucoup de tâtonnements. Parce qu'à la veille de notre match, de notre premier match de préliminaire, il n'y avait aucun Sénégalais qui pouvait vous dire qu'il y avait 7-8 joueurs qui pouvaient jouer. Et à l'époque, je l'avais dit, et sans état d'âme. Parce que moi, je suis d'abord sénégalais et je pense qu'on doit tous œuvrer dans le même sens et sans état d'âme pour que cette équipe-là puisse gagner quoi que ce soit. Parce que moi, je pense, en âme et conscience, que le Sénégal gagne, c'est tous les Sénégalais qui sont contents. Donc, il faut que les gens arrêtent un tout petit peu et essaient de regarder quelquefois la vérité d'en face, éviter de se caresser dans le sens des poils. Et je pense qu'on y gagnerait tous. Parce que nous œuvrons et notre raison d'être, je pense, c'est le football. Plus précisément, moi, j'ai investi pratiquement toute ma vie. Et je pense que si on ne réussit pas dans le football, c'est moi-même qui aurait l'échec. Mais est-ce que l'équipe que Giresse avait les capacités quand même de se qualifier au second tour? Bien sûr. Mais il a eu pendant 2 ans, si je ne me trompe, à avoir un groupe. Et on n'a pas senti l'empreinte de Giresse sur ce groupe-là. Donc, sur le plan de la production du jeu, je suis toujours resté sur ma fin. Donc, on va essayer de laisser les autres peut-être donner leur point de vue. Absolument. Ensuite, on reviendra sur le sujet. Absolument. On va laisser à M. Fall également aussi se prononcer un peu. On va recueillir des impressions donc, de Hassan Fall. Hassan Fall, je rappelle juste que c'est un observateur. M. Fall, vous avez suivi donc les propos de Pape Camara et Pape Dian. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Écoutez, moi je me suis dans le prolongement de ce qui a été dit avant moi. Oui. Et c'est un truisme, à mon avis, de dire que l'équipe du Sénégal a déjoué. Et, bon, beaucoup de raisons participent à tirer ce bilan-là, mais je pense en grande partie, l'entraîneur y est responsable. Mais je ne m'arrête pas là, parce que quand on dit l'entraîneur, bon, en image, c'est presque le premier étage de la fusée. Parce qu'au-dessus de l'entraîneur, il y a un staff qui est censé avoir la main sur l'entraîneur. Est-ce que... Vous voulez dire que la Fédération sénégalaise de football a trop laissé faire l'entraîneur? Il a laissé faire ce qu'il voulait, quoi. Moi, je pense que d'abord, sur le choix de l'entraîneur, je suis de ceux qui pensent qu'on a suffisamment de compétences locales pour aller prendre des mercenaires. Quand j'ai vu hier Giresse dans Talent d'Afrique avoir un comportement, moi je pense qu'un Sénégalais, même le dernier des Sénégalais n'aurait pas eu cette attitude-là. Giresse, il est dans ses aises et il pense qu'il a atteint ses objectifs. Ce sont ses termes. Moi, je sais pas comment peut-on dire ou bien étaler sa satisfaction après
une aussi cuisante défaite. Est-ce que ce n'était pas le cahier des charges qu'on avait fixé? Bon, Maya Sinmar vous en parlera tout à l'heure. Bon, l'échéance, à mon avis, avec l'équipe qu'on avait, et c'était la première fois, avec le management, parce que je suis l'équipe, quand même, moi, je me définis aujourd'hui comme le porte-voix des sans-voix. Les gens qui ne peuvent pas accéder à votre ici, à votre plateau, pour parler de l'équipe nationale. Mais tous les Sénégalais, et ils sont dans l'écrasante majorité, aujourd'hui sont concernés par la situation de l'équipe nationale. Les campagnes se suivent et se ressemblent. Alors que le Sénégal mérite beaucoup plus que ça. Le potentiel qu'on a, le potentiel humain qu'on a, en termes de joueurs, en termes de coach, devrait nous valoir de plus grandes satisfactions. Au minimum, aller jusqu'où, par exemple? Mais écoutez, quand je vois une équipe comme le Congo, aujourd'hui, comme la Guinée équatoriale, en quoi on doit baisser pavillon devant ces équipes-là? Techniquement et humainement. Donc, je pense que ce n'est pas démesuré de dire qu'au moins on peut atteindre les demi-finales. Et là, ce serait une hypothèse basse. D'accord, on va laisser donc la parole au DTN, directeur technique national. Monsieur Ma, bonsoir encore à vous. Êtes-vous convaincu que l'équipe nationale du Sénégal avait donc vraiment les moyens de se qualifier en demi-finale ou de se retrouver, on va dire, dans le dernier carré d'as? Je vous remercie. Je pense que cette question, on peut y répondre, hein, très sincèrement, pour dire simplement que le football a des secrets qu'une personne peut-être arriverait difficilement peut-être à cerner. Parce qu'en fait, je pense que c'est un sport dans lequel on vit d'incertitude. Je crois qu'aujourd'hui, Pape l'a dit d'ailleurs, nous avons une équipe, en tout cas, qui n'était pas qualifiée, qui a été invitée et qui aujourd'hui joue le demi-finale. On ne pourrait pas l'imaginer. Ça ne peut arriver qu'au football. On a vu également le Cameroun, qui a pratiquement traversé, en tout cas, des phases éliminatoires, aujourd'hui qui est éliminé au premier tour. Nous avons eu une équipe ivoirienne qui a eu difficilement à joindre ces deux matchs où il s'est rattrapé toujours à égaliser à la dernière minute, qui se retrouve aujourd'hui dans la demi-finale, etc. On peut en citer. Ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas aujourd'hui quand même aller que sur des hypothèses, mais les hypothèses sont ce qu'elles sont. Dans la réalité, elles peuvent effectivement revenir des choses contradictoires. Maintenant, si on en revient à notre équipe aujourd'hui, nous sommes d'accord tous que nous avons effectivement une équipe qui avait des capacités de pouvoir effectivement aller longtemps dans cette compétition-là. Parce que simplement, ce n'est pas pour les beaux yeux des joueurs, mais c'est parce que ces joueurs nous ont montré sur le terrain, par rapport à leur contenu de match, qu'ils étaient capables effectivement d'arriver en quart de finale, en demi-finale et pourquoi pas en finale. Et pourquoi ça n'a pas marché alors selon vous? Mais justement, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. J'en arrive. Je voudrais simplement rappeler que nous avons traversé des éliminatoires. Nous avons fait 6 matchs. Nous avons gagné 4 victoires, 1 défaite et 1 nul. Nous avons encaissé que 2 buts. On était dans une poule où beaucoup de Sénégalais étaient sceptiques qu'on allait s'en sortir. C'était qui? La Tunisie. C'était qui? L'Égypte, le Sénégal. Et pourtant, on est sorti. On va dans une poule à la CAN. On est dans une poule de feu, comme les gens le disent. Devant le Ghana, mondialiste. Devant l'Afrique du Sud, mondialiste. Devant l'Algérie, mondialiste. Et le Sénégal, effectivement, sans grade qui arrive. Les gens nous donnent le pot de voix d'outsider. On démarre la compétition contre le Ghana, on sort de victoire en victoire. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à Alain Giresse, c'est d'avoir raté sa CAN. Mais en amont, on ne peut rien le reprocher. Très sincèrement. Mais parce que simplement, quand il a pris fonction ici dans ce pays-là, il a continué le travail de Koto qui a déjà entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a été premier de sa poule, qualifié au second tour. Il est tombé sur la Côte d'Ivoire. On était à 1 but pour se qualifier à la Coupe du Monde. Nous était ce but, effectivement, que Kara devait mettre au fond, on serait à la Coupe du Monde. Mais dans ce cas, que dites-vous également des alertes lancées par M. Camara quand il dit que, bon, Alain Giresse tâtonne, hein? Mais j'en reviens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si peut-être ces craintes avaient été faites, c'est peut-être avant les éliminatoires, peut-être. Et ça, comme il le dit, je peux le concéder, parce que peut-être que beaucoup de Sénégalais disaient que Giresse n'a pas titulaire, n'a pas d'équipe type. Mais je crois comprendre quand même, pendant les éliminatoires, 6 matchs, quand vous le jouez, et que vous tournez autour de 18 à 17 joueurs qui ont joué, je pense qu'il y a une ossature. Mais est-ce que l'avenir ne lui a pas donné raison? Oui, allez-y, terminez. Je voudrais seulement dire qu'on est d'accord que le gardien, on le connaît comme titulaire. Au moins, dans la défense, il y a 3 qui, effectivement, régulièrement jouaient. Au milieu de terrain, également aussi, on peut supposer qu'il y a au moins 2 ou même 3 qui peut-être jouent régulièrement.
Devant également aussi, on peut être d'accord qu'au moins Sadio Mané est titulaire dans le jeu et que Stéphane est titulaire. Donc il y a au moins sur les 11, 7 à 8 jeux qui jouent. Donc ça, c'est une base, c'est une équipe basique. Mais est-ce que l'avenir ne lui a pas donné raison? Parce que beaucoup de Sénégalais sont convaincus quand même que le Sénégal aurait dû se qualifier lors du deuxième match, c'était contre la... Oui, mais j'en reviens. C'est ce que j'ai dit. Oui. Je dis aujourd'hui, si aujourd'hui on reproche à Giresse, c'est d'avoir effectivement fait des erreurs dans cette CAN-là au deuxième match. Parce qu'on ne pouvait jamais imaginer qu'au sortir du match contre le Ghana, en faisant une belle deuxième mi-temps que nous avons tous appréciée, avec une équipe basique, qu'elle aurait pu peut-être avoir tendance à changer et ne pas être dans la continuité. Les raisons qui ont fait qu'il est amené à ça, il est le seul à pouvoir l'expliquer. Mais que tout le monde n'est pas d'accord avec lui par rapport à ça. Juste une petite question. Puisque vous êtes le DTN, vous avez été donc à Malabo, vous avez participé à l'aventure en Guinée équatoriale, je veux dire, mais est-ce que Giresse, avant de publier sa liste, est-ce qu'il vous la soumet ou pas? Non. Vous le laissez faire alors? Non, c'est pas qu'on le laisse faire. Mais ce n'est pas une règle qui a été établie effectivement entre le sélectionneur et le DTN par la fédération. C'est un entraîneur quand même qui a signé son contrat, à qui on a assigné des objectifs. Mais dans le fonctionnement entre la DTN et l'entraîneur, il peut arriver effectivement que la fédération prenne des dispositions pour effectivement établir les règles de jeu. Pour qu'au moins qu'il y ait une validation technique du DTN sur toutes les options et les stratégies mises en place par l'entraîneur. Cela n'a pas été. C'est un manquement qu'on a été et qu'on va corriger. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer quand même qu'on allait effectivement... Parce que j'imagine vraiment, vous me comprenez, que même si effectivement Alain, on le taxe peut-être de personnes qui ne communiquent pas, mais j'avoue très simplement que sur beaucoup de questions sur lesquelles on l'interrogeait, mais il répondait. Mais on ne pouvait pas imaginer au sortir de match contre Ghana, avec tout ce qu'on a fait, que véritablement, qu'il allait effectivement arriver à faire des changements. Vous imaginez que si effectivement on avait à l'esprit qu'il avait des intentions de changer, ça veut dire que non, il aurait peut-être suscité, n'est-ce pas, cette volonté à vouloir changer. Peut-être on aurait pu prendre nos dispositions. Mais on ne pouvait pas l'imaginer. Parce que pour beaucoup également, Alain avait montré vraiment ce qu'il a voulu faire depuis, on va dire, ce bras de fer entre guillemets, entre lui et Dembaba. Parce que des Sénégalais n'ont pas compris aussi, profane que je suis, que Henri Saivet, peut-être qui revient de blessure, même son entraîneur était surpris, hein, les Lamine Sané entre autres, hein, que tout ce beau monde soit embarqué à la CAN et que bon, un certain, comment ça s'appelle, Dembaba et un peu dessus les autres vraiment soient laissés à la maison. Oui, mais je pense que sur ça également aussi, on ne va pas y revenir. Oui. Je crois quand même, quand on a établi sa liste, n'est-ce pas, je crois que ce n'est pas sur 1 ou 2 joueurs qu'il faut le flinguer. D'autant plus qu'effectivement, ce sont des joueurs respectables. Dembaba est un joueur que l'on respecte. Henri également, c'est un joueur qu'on respecte. Mais je crois quand même qu'on ne peut pas effectivement s'opposer à la non-sélection d'un joueur. Enfin, la fédération ne va pas y arriver jusque-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand on donne la primeur à l'entraîneur de mettre en place sa liste, oui, que Demba ne soit, je pense, les gens sont expliqués sur ça. L'entraîneur s'est expliqué, le joueur s'est expliqué. Je pense que nous n'avons pas un problème, n'est-ce pas, de joueurs devant. D'accord. Parce qu'on en avait quand même assez. La tonne et la Keita, hein, tout à fait. Ça n'a pas été vraiment le cas sur lequel. Mais simplement, je voulais dire simplement que oui, il y a des manquements, effectivement, que nous avons constatés, mais qui ne va plus nous surprendre. Parce que, comme je t'ai dit, l'autorité technique du DTN, mais la fédération a décidé de raffermir l'autorité technique maintenant par rapport à tout sélectionneur qui sera là. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, effectivement, que l'on sache exactement, avant même de faire la réunion technique, que l'on sache exactement quelles sont les options de l'entraîneur, pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'il va faire. Papadien, moi j'ai envie de vous poser une question, directeur. Oui, vous êtes journaliste non, maintenant? Je ne suis pas journaliste, j'ai un peu d'inquiétude. Ah oui? Donc quand vous êtes là-bas et que vous n'avez aucune main mise sur l'entraîneur, pourquoi vous déplacez là? Tu allez jusque là-bas. Quel a été votre rôle là-bas? C'est la question que je me pose. Mais c'est comme si vous posez la question au président de la fédération, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais je suis une personne morale technique, une CAN qui s'organise. Si je ne vais pas pour accompagner l'équipe en tant que technicien national, devant avoir à mettre en place la politique sportive technique du football sénégalais, dans des grands événements comme ça, même si je dois payer de ma propre poche pour aller y assister. D'abord, un. Deuxièmement, mon rôle de DTN me donne l'obligation d'être à côté de tous les entraîneurs dans toutes les compétitions où ils sont. Parce que c'est à moi de les mettre dans des conditions qui leur permettent de réussir.
C'est ça mon rôle de DTN, d'accompagnement et de conseil. C'est ça mon rôle. Je dois être présent. Ma présence donc a été doublement justifiée. D'abord, je suis le bras technique de la fédération. Et deuxièmement, je suis un technicien qui doit vivre les grands événements. Donc je dois être présent. Enfin, je ne peux pas me mettre à la place du journaliste. Pas du tout. Je laisse juste Papa Dieng également dire un mot là-dessus. Oui, j'ai bien entendu ce que Mayacine a expliqué. Mais comme il dit, il n'est pas normal de laisser un entraîneur la lassitude de faire ce qu'il veut. Le fait même de ne pas habiter avec les joueurs, en cas de conflit, pour pouvoir les régler, le fait de ne pas être dans l'environnement de l'équipe nationale, c'est-à-dire des joueurs, a été un manquement aussi. Il y a eu des manquements que la fédération a reconnus. Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Il faut qu'ensemble, que l'on recherche ces choses-là justement pour trouver les solutions. Vous êtes d'accord alors comme peut-être bon nombre de Sénégalais qui pensent que la fédération a une part de responsabilité dans ça? Non, bien sûr. Énormément d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr, la fédération reconnaît sa part de responsabilité. Mais la fédération a un patron, c'est le ministère des Sports, le patron de la fédération. La fédération, de retour d'une compétition comme la CAN, présente des rapports au ministre des Sports. Et c'est à partir de ces rapports-là que le ministère va prendre les décisions qui s'imposent. Mais dire tout de suite que la fédération démissionne sans pour autant qu'on sache ce qui a amené l'échec, ils ont fait des rapports, ils ont expliqué. Mais Yacine a expliqué tout à l'heure que la fédération est obligée de changer sa méthode de fonctionner avec le sélectionneur pour ne pas lui laisser la main libre à chaque instant de prendre des décisions qui peuvent, au cours justement de cette CAN, nous amener des problèmes, comme le cas du changement qu'il y a eu entre les deux matchs, la victoire qu'on a eue contre le Ghana et le deuxième match contre l'Afrique du Sud. Le fait de sortir 5 jours sans informer la direction technique nationale. Ça c'est grave, hein? C'est très grave. Le fait, comme on dit, qu'on permette à l'entraîneur justement de faire le classement à 1 heure du match ou à 2 heures du match, donc les jours durant tous les jours qui sont restés ensemble, ils n'ont pas dormi, puisque ne sachant pas quelle équipe on va présenter. Ça aussi, c'est une part de responsabilité de la fédération et c'est une part de responsabilité de la direction technique nationale. Mais en entendant Mayacine parler, on a l'impression que la direction technique nationale n'avait pas justement les moyens de pouvoir s'immiscer dans le contexte de l'entraîneur. C'est ça le problème. Parce que nous avons affaire avec un ancien footballeur qui a vécu les mêmes problèmes en tant que joueur, en tant que professionnel et en tant qu'entraîneur. Il a eu à entraîner des équipes en France. Il a eu des problèmes. Et maintenant, c'est justement dans les contrats qu'il faut faire des astuces pour qu'en cas de d'échec, vous n'avez pas de problème. Il fallait écrire dans le papier, en tant que sélectionneur, vous ne pouvez pas entraîner une équipe qui représente 14 millions de personnes et que vous vous trompez et comme ça vous partez et vous nous laissez dans la merde. Non, 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 non. À partir de là, la fédération est obligée de prendre d'autres formes de collaboration par rapport aux entraîneurs qui seront là et qui ne vont plus nous dicter leurs lois. Ce n'est pas normal qu'un employeur ne puisse pas dire à son employé de limiter les dégâts ou de faire ceci ou de faire de cela, ou même d'être informé de l'équipe qui doit jouer. Absolument. Moi, en tant que président, vous me dites l'équipe qui va jouer ou bien le système que vous allez jouer, que vous allez utiliser. Avec ça, on va en discuter. Je ne vais pas vous laisser les mains libres pour faire du n'importe quoi. C'est ce que j'ai toujours reproché au football national. On laisse trop de liberté aux sélectionneurs. Quelle est la part de la direction technique nationale? C'est la direction technique nationale qui doit présenter le programme de développement de notre football. Je me rappelle, avec le CNP où Youssou Ndiaye dirigeait, Abdoul Mbaye, trésorier général, a eu des divergences avec Mawad sur le programme de développement du football. Puisque la direction technique nationale demandait des moyens pour faire ce travail-là, mais Abdoul Mbaye, en tant que trésorier, a pensé que les moyens demandés étaient surévalués. Vous avez vu, il y a eu des problèmes. Ça a été une crise. Finalement, le ministre, avec toute sa personnalité, Youssou Ndiaye, a pu régler le problème. Mais ça, c'est des problèmes. La direction technique nationale doit avoir une responsabilité entière, justement, dans cette équipe pour pouvoir s'immiscer dans des secteurs extrêmement profonds pour savoir ce qui va se passer. Sinon, on risque toujours d'avoir les mêmes problèmes. Alors, pour avancer un peu, oui, j'allais justement vous donner la parole. Oui. Vous savez, à la FIFA, le sélectionneur de l'équipe nationale A et le DTN sont deux choses différentes. Ouais. Ça, vous pouvez interroger les textes de la FIFA. Nous sommes d'accord.
le sélectionneur, il a une mission qu'il doit remplir dans le temps. Le DTN est quelqu'un, effectivement, qui a été nommé par la fédération et imposé par la FIFA parce que toute association sportive qui n'a pas de DTN ne peut pas bénéficier des retombées financières de la FIFA. C'est une obligation. Mais à qui on confie effectivement un certain nombre, n'est-ce pas, de programmes. C'est-à-dire le développement du football dans l'association. Maintenant, il peut y arriver que dans la fédération, que quand les sélectionneurs arrivent effectivement, de par effectivement ses capacités, n'est-ce pas, de pouvoir dialoguer, de pouvoir discuter, effectivement, trouve effectivement un link avec la DTN du pays pour pouvoir effectivement faire son travail convenablement. Je pense qu'on ne nous reprochera pas, nous, de ne pas manifester volontairement notre ouverture à Alain Giresse. La preuve, je l'ai nommé chef de département d'élite de la direction technique nationale quand il est arrivé. C'est-à-dire pour lui donner un link avec le football local. Ce qui n'a pas été pour d'autres entraîneurs qui étaient là. Et il s'est intéressé effectivement au football. Parce qu'il a eu à se réunir régulièrement avec les entraîneurs des autres catégories. Il s'est déplacé sur tous les stages que les différentes catégories ont eu à faire ici, dans ce pays-là. Il n'y a pas un stage qui s'est fait en cadet, les filles, en olympique, en équipe locale, où Alain ne s'est pas déplacé, passer une journée ou 2 journées avec ces sélections-là. Il n'y a pas un stage de formation d'entraîneur où nous avons organisé, où Alain n'est pas venu assister. Passer au moins, faire un cours, ou bien passer au moins pour dire bonjour en continent. Donc, sur ce côté-là, et ça, c'était pour lui donner effectivement une ouverture et pour lui montrer notre collaboration. Mais son équipe, l'équipe A à qui il a confié, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas lui imposer de faire, sauf que ça ne pas des mais ce n'est pas pour tout également ce qui était emmuré. Non, il n'était pas emmuré quand même. Parce qu'il y a des moments qu'il discutait avec les gens. Moi, par exemple, il n'y a pas un seul match où Alain a joué, où on n'a pas eu une discussion après match. Parce que ça, c'est une obligation pour moi. Ça a été le cas contre, on va dire, l'Afrique du Sud et également lors du dernier match. Il n'y a pas un seul match où Alain Giresse a joué, où après le match, je ne suis pas entretenu avec lui pour livrer mes impressions sur le match. Alors, ce serait bien. Mais par contre, oui. ce qui n'a pas été, c'est qu'avant match, il faisait sa réunion et sa composition d'équipe avec son staff. N'est-ce pas? Je découvrais effectivement à la réunion technique, n'est-ce pas, quand on livrait ça aux joueurs, et je découvrais effectivement le classement. En même temps que donc, les joueurs. il était, en même temps. Donc, il était peut-être peut-être pour lui, n'est-ce pas, normal de partager avec son staff et peut-être de ne pas trouver normal de discuter avec moi par rapport à sa composition. Juste une question. Alors, ce serait bien peut-être de rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, quels étaient les objectifs que vous avez fixés à Alain Giresse? Mais le sujet était clair. C'est-à-dire que c'est la qualification donc, à la Coupe d'Afrique 2015 et ensuite dépasser au moins les quarts de finale, demi-finale et voir aller à la finale. Donc, jouer sur toute la ligue. Mais bien sûr, qui n'a pas qualifié, qui ne s'est pas qualifié en quart de finale. Maintenant, je voudrais juste savoir quelque chose. Une question, peut-être que je vais poser aux autres, après je vous laisserai juste répondre. On va laisser peut-être la parole à coach également, au coach également à Pape Camara, et ensuite on donne également la parole à Hassan Fall. Alors, moi je voudrais juste savoir, parce que vous l'avez également tantôt évoqué aussi, hein, vraiment dans vos propos, cette instabilité entre guillemets, je ne sais pas si le mot est trop fort ou pas, que l'on remarque quand même dans l'équipe nationale A, parce que la fédération dans laquelle vous êtes également, et qui a été reconduite suite à une élection aussi, a connu beaucoup d'entraîneurs. On a connu quand même cette instabilité. A-t-on réellement besoin vraiment de cette instabilité pour développer le football au Sénégal? Allez-y d'abord. Bon, moi, je ne pense pas que les entraîneurs, l'équipe nationale A, que le fonctionnement de l'équipe nationale A soit corrélé au développement du football local. Personnellement. Parce qu'il vient de le dire, il est le directeur technique national, il n'a aucune emprise sur l'entraîneur national. C'est pourquoi je me suis posé la question à savoir, si moi je n'ai pas d'entreprise sur l'entraîneur national, vraiment, je m'épargne cette peine et je vais peut-être assister pour voir ce qui se passe au niveau, pour venir répercuter ça au niveau local. C'est à mon avis. Il me semble que ce sont les erreurs, il a dit, en fait, qui compte corriger un peu, on va dire, dans le futur. Hein. Non, je peux simplement dire. Oui. C'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question, quelle est sa place à ce niveau? Si vous n'avez aucune influence sur l'entraîneur, si vous avez une influence sur l'entraîneur, quelle est votre influence? Sinon, si c'est après les matchs, après coup, donc je pense que ce n'était pas approprié de demander, parce qu'avant le match, il ne prend pas votre avis.
Vous n'avez pas besoin, à mon avis, de lui donner votre point. Pour éviter de revenir un peu en arrière, coach, avez-vous le sentiment qu'il y a vraiment une instabilité, on va dire, au niveau du choix des entraîneurs? Ce qui se passe parce qu'il faut qu'on aille vers les conclusions. Ce qui se passe en équipe nationale A n'est pas corrélé au développement du football local. Ça n'a rien à voir. Puisque le patron technique qui doit développer le football local n'a rien à voir, à mon avis, avec l'équipe nationale A, parce qu'il n'est responsable de rien à ce niveau. Parce que ce n'est pas lui qui participe. À mon avis, ce n'est pas lui qui le nomme. Et il ne prend pas son avis avant match. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale A soit corrélé avec le développement technique local. D'accord, on va laisser la parole donc à Hassan Fall. Allez. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pape. Bon, n'en déplaise à Mayacine, dont tout le monde connaît la compétence avérée dans ce domaine bien précis. Absolument. Mais il n'avait pas les moyens de son action. Quand on est DTN et qu'on n'a pas d'emprise sur l'entraîneur, c'est-à-dire que je constate aujourd'hui, et j'ai froid dans le dos, que nous étions tout le Sénégal, les 14 millions de Sénégalais, étaient tributaires des prestations de GIRES. Et comme on a constaté que ce n'était pas des prestations à la hauteur de nos attentes, aujourd'hui les germes de notre élimination étaient réunis dès le départ, avant même de quitter Dakar. Parce que GIRES peut inventer n'importe quel classement, mais ça passe comme lettre à la poste, quoi. Comme lettre à la poste. Et ça c'est regrettable. Donc aujourd'hui, les Sénégalais découvrent avec nous qu'aujourd'hui on était parti pour perdre à la CAN. Maintenant, pour avancer un peu sur cette instabilité également. Bon, on n'a pas besoin vraiment de ça. Bon, écoutez, oui. Moi je pense que Mayacine l'a dit, il y a des objectifs qui sont assignés au début de chaque campagne. Mais à partir du moment, parce qu'il faut comprendre qu'il faut s'inscrire dans un projet durable. Et ça, c'est tout le rôle de Mayacine. Pourvu qu'on lui donne les moyens. Parce que c'est lui qui conduit un projet pour le football sénégalais. L'entraîneur doit s'intégrer dans ce vaste projet. Bon, si aujourd'hui on voit l'entraîneur qui rame à contre-courant, mais il doit être dégagé sans état d'âme. Donc on ne peut pas parler d'instabilité pour vous rejoindre sur le terme instabilité. Si quelqu'un ne satisfait pas au résultat, mais il est clair qu'il va quitter le navire. C'est très clair. Parce qu'en fait, M. Dian, pas bien également, je rappelle juste que c'est un sportif également, le doyen. Pourquoi cette question? Si on s'amuse un peu à remonter un peu, on va dire les 10, voire quelque chose comme un peu plus de 10 ans, hein, on a connu plusieurs entraîneurs, on a connu le duo Amara Traoré, Abdoulaye Sarr, on a connu Lamine Ndiaye, il y a Joseph Koto, Amara est revenu aussi. Qui encore? Il y a eu beaucoup d'entraîneurs, même jusqu'à Alain Giresse. Mais à chaque fois, ça ne marche pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est sous le choix des hommes? Il y a un problème, et comme je dis, la fédération a une part de responsabilité parce que c'est la fédération qui choisit l'entraîneur. Mais comme je dis, l'erreur de la fédération, c'est d'avoir choisi l'entraîneur et de lui laisser les mains libres. Ce qui laisse entendre, comme vient de le dire notre confrère, qu'on va directement à l'échec. Parce qu'une campagne aussi, ça demande beaucoup de choses, il faut régler beaucoup de problèmes avant même d'arriver au terrain. La préparation, le fait d'aller se préparer dans un pays froid et on joue dans un pays très chaud, c'est pas normal que la fédération accepte ça. Le fait de laisser l'entraîneur à sa guise choisir l'endroit où il se prépare, très loin justement du pays, les relations n'existaient pas. Parce que quand Mayacine dit que le coach ne parle qu'avec... c'est le coach même, c'est lui-même qui va voir le coach pour lui dire ce qu'il pense du match. Le coach ne fait pas l'effort même de venir le voir en tant que direction technique nationale. Ce manque de respect là. Comment se fait-il que la fédération l'accepte? Moi, je suis votre employeur, vous êtes un employé, vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire. C'est le fait d'avoir laissé GIRES les mains libres qui a amené cette catastrophe. À cela s'ajoute également le conflit qu'il y avait entre GIRES et les joueurs aussi. Hein. Non, puisque Mayacine, quand il dit que lui-même, en tant que Sénégalais, il ne pouvait pas rester sans pour autant aller le voir pour lui demander le compte-rendu de la rencontre qu'on vient de jouer, ça, c'est Mayacine qui l'a fait de lui-même, de son propre gré. Ça peut même déranger GIRES, mais GIRES n'y peut rien du tout. Donc, comme je dis, c'est le fait d'avoir laissé trop de liberté au staff technique. Le staff technique que Mayacine dirige. Un staff technique qui est sous la direction de Mayacine. Tous les entraîneurs qui sont dans l'attelage de l'équipe nationale sont sous la direction du directeur technique national.
Vous croyez que Mayacine peut aller là pour se battre pour dire que je vais faire ça? Ce n'est pas possible. C'est la fédération qui a commis l'erreur de ne pas mettre l'entraîneur dans une situation où il ne pourra pas agir seul. Alors, M. Dian, moi je reviens en arrière. Est-ce que aussi doit-on à chaque fois, quand par exemple on va à une compétition et que peut-être les objectifs entre guillemets ne sont pas atteints et puis automatiquement on change d'entraîneur? Parce que même Mayacine l'a dit tout à l'heure dans ses propos, le football n'est pas une science exacte. Il a raison, mais cela ne veut pas dire aussi que ceux qui ont amené l'équipe et qui ont échoué ne sont pas responsables. Ils sont responsables. Moi, j'aime un peu. Cela ne veut pas dire qu'il faut les chasser. Moi, je ne suis pas, pour la chasse aux sorcières. Mais aussi, on a vu ce que ça a donné. Oui, moi, je ne suis pas pour la chasse aux sorcières. Non. Ça n'a jamais résolu les problèmes. Vous vous rappelez, en 2008, ce sont les mêmes gens qui sont à la fédération qui ont tapé sur la table pour dire que la fédération doit partir. Au terme de beaucoup de discussions, de beaucoup de polémiques, la fédération est finalement partie. C'était en 2008. Et ce sont ces mêmes gens-là qui ont dirigé le comité national, le comité de normalisation du football. Ils sont allés à une CAN en 2012. Ils sont revenus avec 3 défaites. Ouais, ils sont repartis. En 2010, en 2013, ils n'étaient pas qualifiés. En 2015, ils sont repartis encore avec l'espoir d'avoir une nouvelle équipe et avoir de nouvelles prétentions. Quand on partait à la CAN, les gens avaient des prétentions démesurées. On parlait d'amener la coupe. Mais ça, c'est très grave. Moi, je n'étais pas convaincu. Pour une équipe qui s'est absentée, moi, j'avais peur. Moi, c'était les quarts de finale. On avait la possibilité d'aller au quart de finale, puisque parfois, au sport, on peut battre un adversaire plus fort que soi. Quand on a gagné le Ghana, une équipe qui gagne le Ghana est capable de gagner l'Algérie. Absolument. Parce que, comme Mayacine a dit, le fait de changer 5 personnes sans le consentement de la direction technique, seulement avec le consentement du staff, sans le consentement de la fédération, ça c'est la responsabilité de la fédération qui n'a pas su gérer justement ces lendemains de match pour savoir comment gérer la suite. Puisque nous sommes allés en 86 à une Coupe d'Afrique, on gagne le premier match et on est éliminé. Donc le fait de gagner le premier match ne garantit rien du tout. C'est à partir de là que les gens doivent être sereins, que les gens doivent avoir peur, comme le cas du Ghana, qui a perdu devant le Sénégal et qui a dit que nous avons commis l'erreur de perdre dans les dernières minutes, mais nous ferons tout. Ouais. Il ne faut pas trop vite entrer le Ghana. Je rappelle, en 86, oui. on avait gagné le pays organisateur, l'Égypte. Oui. Et on ne s'est pas qualifié après. Mais je voulais simplement rappeler que cette fermeture dont vous parlez de Giresse, elle n'est pas entière. Hein. Je dis encore une fois, nous avons traversé des éliminatoires de la Coupe du Monde et des éliminatoires de la CAN. Et sur le référentiel sur lequel on a travaillé avec lui, parce qu'en fait, nous estimions effectivement qu'il était sur la bonne pente. Parce que on a gagné nos matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde, on était premier de notre groupe et on travaillait sur le même tempo. On a enchaîné par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique également aussi. Mais là, on passait. Je dis encore une fois que la seule fois où effectivement on s'est rendu compte qu'effectivement que Giresse a eu effectivement fait des erreurs, c'est effectivement sur le deuxième match. Et personne ne pouvait s'imaginer déjà. Peut-être que, bon, comme Pablo l'a dit, lui, il avait alerté, mais sincèrement, vous ne pouvez pas jouer 22 matchs. Vous n'en avez que 4 sur les 22 matchs. Et le reste, c'est des victoires et des nuls. Ça, je pense également aussi, statistiquement, bon, même si effectivement, c'est des références sur lesquelles on ne peut pas trop, mais ça peut servir également aussi. Parce que le Sénégal a été à la 60e place FIFA, jusqu'à la 30e place FIFA, et au 3e pays africain, quand nous partions à la CAN. Je crois que ça également, c'est des éléments sur lesquels également aussi il ne faut pas cracher. Alors, mais ce que je voulais simplement rappeler, oui, comme vous l'avez dit, vous parlez d'instabilité. Nous sommes d'accord aujourd'hui que ce qui les gages d'une performance dans une équipe, c'est la stabilité de la structure administrative, de la structure technique, bien sûr, et des joueurs. Ça, c'est les gages. C'est-à-dire, autant ils sont dans la durée ensemble, autant, effectivement, on peut révéler que dans un avenir proche, ils peuvent gagner quelque chose. Les changements périodiques n'ont pas amené de résultats. Mais par contre, il faut accepter également aussi qu'un entraîneur, quand il ne fait pas de résultats, généralement, il part.
Ça aussi, il faut qu'on l'accepte. C'est juste que vous avez, si je me trompe, la fédération dans laquelle vous êtes également a connu beaucoup plus d'entraîneurs que les autres fédérations. À chaque fois, vous vous trompiez un peu sur les choix. Ce ne sont pas des erreurs récurrentes. Non, ce n'est pas le fait parce que je rappelle que Giresse a été choisi. Pas ex nihilo. Je crois que ça également, il faut que les gens soient d'accord. Parce que j'ai entendu dans une certaine presse, les gens croient que c'est Augustin qui l'a pris ou bien si. Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Quand Koto a été limogé, mais on a fait appel à la candidature. On a reçu plus de 100 dossiers. Et pourtant, en ce moment-là, tout le monde disait que l'équipe ça valait rien. Et pourtant, c'était vraiment une fille qui était vraiment convoitée. Plus de 100 dossiers. Et on m'a remis tous ces dossiers. Et nous avons fait effectivement une shortlist de 5 entraîneurs à partir des critères que nous avons définis. Et ensuite, on est arrivé à 3, où on est arrivé à Alain Giresse, à Aliou Cissé et à Fink. Et tous ces 3 sont déplacés jusqu'ici. Bien sûr, mais 2 sont déplacés à Dakar et ils ont eu une audition de 2 heures avec, à ma présence, le président de la fédération qui est la personne morale et le président de la commission juridique. Pour discuter avec lui sur ses projets, sur ce qu'il peut apporter au football, etc. C'est sur cette base, effectivement, que Giresse a été pris. Alors, on voit également qu'il nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, un maximum, on va dire 10 minutes. Mais je voulais simplement deux mots. Ça veut dire que c'est la responsabilité de la fédération. Oui. Je crois que, très sincèrement, il faut dire la vérité. La fédération et le ministère ont fait tout ce qu'il faut pour la réussite de cette équipe-là. Il n'y a rien qui a été négligé. Nous avons mis l'équipe dans un hôtel sur la demande de l'entraîneur, un hôtel de Grand Stade. On l'a donné des terrains d'entraînement gazonnés. On a utilisé des vols spéciaux à tous les matchs pour lesquels on est parti jouer. Les primes de match ont été payées. À la limite, ils ont été demandé une augmentation. Ça a été augmenté et ça a été payé après chaque match. La prime de qualification, la prime de participation a été payée. Mais on a mis l'équipe dans d'excellentes conditions de réussite. Je pense que le rôle de la fédération, c'est de mettre effectivement l'équipe dans d'excellentes conditions de réussite. Alors, mais si la réussite n'est pas arrivée, bien sûr que la fédération ne doit pas se débiner de la responsabilité de l'échec. Alors, si je ne me trompe pas, je vais poser juste une question à l'Assemblée. Êtes-vous convaincu que tous les problèmes ont été posés quand même? Non, pas du tout. Et puis moi, je voudrais revenir sur... Mais quel genre de problème? Sur certains aspects de nos matchs qu'on a joués, les matchs qu'on a joués. On n'a pas joué, tous les matchs qu'on a perdus, on les a perdus face à des équipes vraiment qu'on redoutait. Mais les autres matchs, vraiment, le match qu'on redoutait le plus, c'est le match contre l'Égypte. Et on a vu que l'Égypte n'était là que de nom. La Tunisie nous a gagné sur les 2 matchs et on a gagné le poste. Alors, on va pas polémiquer, c'est juste qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Moi, je ne vous ai pas coupé. Est-ce que laissez-moi terminer, s'il vous plaît? Non, je ne sais pas, s'il vous plaît. Je vous dis que sur l'ensemble des 2 matchs, c'est la Tunisie qui gagne. Monsieur Camara, je voulais dire. Juste une question. Alors, vous dites que tous les problèmes n'ont pas été posés. Quels sont les autres problèmes qui n'ont pas été posés, par exemple? Bon, je voulais revenir sur certains aspects. C'est juste que c'est le temps. Je veux juste relever un problème, s'il vous plaît. C'est la responsabilité de la fédération. Elle est établie. D'accord. En cas d'échec, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que vous réclamez? Pour moi, Giresse n'est pas un bon choix. C'est le bouc émissaire. C'est un bouc, simplement un bouc émissaire. La fédération doit répondre de l'échec. Parce que le peuple aujourd'hui, vous savez, quand la France, je vous donne juste un exemple. Quand la France a pris la Coupe du Monde en 98, vous savez comment c'est au niveau de l'économie française? Il y a un point de croissance en plus pour l'économie française. Aujourd'hui, vous voyez le climat délétère, là, si nous sortons aujourd'hui, moi j'ai peur, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes qui ont été écoutés, et le vrai problème, tranquillisez-vous, on n'a pas encore dit que l'État que les conditions n'ont pas été réunies pour que l'équipe gagne. Mais c'est là où j'ai peur. Parce que parfois l'équipe gagne, que les conditions soient réunies, justement. Et maintenant, toutes les conditions sont réunies et l'équipe perd. Et l'équipe s'installe. Alors, on va pas aller sur ce terrain. On va pas aller sur ce terrain, s'il vous plaît. Les conditions sont bagage de succès, forcément. Absolument. Je laisse la parole au doyen. Je vais parler des points qui ont amené l'échec. Oui. Le choix de Giresse n'a pas été bon. Absolument. Mais Racine a dit qu'il était là, le président de la fédération et le président de la commission juridique. Tout à fait. Je me demande sur quels critères ils se sont basés pour choisir Giresse par rapport aux entraîneurs qui étaient là. Ça, il faut qu'ils nous le disent. Puisque Giresse, certes, a été un grand footballeur, mais pas forcément un grand entraîneur.
On l'a vu échouer un peu partout en France quand il a eu à entraîner des équipes. Et même en Afrique. Ses ambitions étaient limitées, puisque le fait d'être troisième dans une compétition, on ne cherche pas la troisième place, on cherche la première place. Donc ça, ce n'est pas des références. Sur quels critères la fédération, justement, a pris geste? Voilà la grande part de responsabilité de la fédération. Dans l'échec de cette équipe. On laisse au détenu, M. Camara. Non, je vous laisse parler. J'ai une question pour vous, très importante. Quand il y a un choix entre 3 entraîneurs de compétences. Vous avez éliminé les autres. Oui, mais parce que les autres n'avaient aucune référence. N'avaient aucune référence, effectivement. Quelle est la référence dont vous parlez? L'expérience d'avoir été joueur, d'avoir été entraîneur en France et tout ça? C'est des entraîneurs que l'on ne connaît pas. Mais Lamine Dia n'avait pas déposé ça. Non, il n'avait pas déposé. Il n'avait pas déposé. Il n'avait aucune référence. Donc on ne peut pas aujourd'hui confier l'équipe nationale à un entraîneur que personne ne connaît, qui n'a jamais entraîné quelque part, ou bien qui est resté seulement à entraîner peut-être un club de DH, c'est pas possible. Et la plupart de Mais Metsu, quand on le prenait... Non, il n'avait pas... Il avait quitté l'équipe de la Guinée. Il n'avait pas postulé. Il avait perdu. Il n'avait pas postulé. Quelles sont les références de cette époque? Metsu, quand on le prenait pour entraîner l'équipe de 2002, moi je parle du choix de Metsu à l'époque, c'était pas un gars qui était connu dans le... Il s'était fait virer de Guinée. Il s'était fait virer de Guinée. Et les références de Aliou Cissé peut-être auraient intéressé aussi les gens. Les références de Aliou Cissé. Ce n'est pas une question de nom. Je pense que vous l'avez dit. Les critères sur lesquels on s'est basé pour le prendre par rapport aux autres, c'est simplement, comme vous l'avez dit, l'expérience qu'il a eue au moins sur 2 pays africains. Il était au Gabon, qu'il a fait 3 ans, qu'il a qualifié effectivement la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, et qualifié également au premier tour. Il est parti au Mali. Il est parti au Mali également, il a récidivé la même chose. Il est revenu, n'est-ce pas? Et ensuite, il a une carrière de footballeur, ce que tout le monde réclame comme aussi ancien footballeur. Je pense que quand nous l'avons choisi, il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais qui contestaient le choix de Giresse. Au contraire, les gens avaient applaudi. Non, non, s'il y en a, ça ne manque pas. Alors, c'est vrai que... Oui, s'il vous plaît. Oui. Moi, je voulais demander... Aujourd'hui, parce que ça est-ce que le fait de choisir un entraîneur se limite tout simplement à ses qualités techniques? Mais il y a des qualités psychologiques. Mais bien sûr. On s'est rendu compte que les qualités... Mais l'édition a servi à ça. C'est-à-dire qu'en nous basant sur des critères établis. Mais il y a eu l'édition. Mais il y a eu l'édition. Non, c'est pas subjectif. Mais c'est après le coup que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la personne qu'il fallait pendant les moments difficiles. Alors, on va dépassionner. Il faut admettre qu'on a quitté un point pour arriver à un point. D'accord. On l'a dit. Oui. Je pense qu'il est arrivé à la CAN et je pense qu'on est d'accord qu'effectivement à la CAN, j'y reste vraiment. Ça, on est d'accord là-dessus. Alors, on va avancer un peu. Il faudrait que nous avancions un peu. Moi, j'ai une question que je voudrais poser à Mayassi. Oui. Quelles sont les références de Aliou Cissé? Voilà. Aliou Cissé. Comme entraîneur. Quelles sont les références de Aliou Cissé comme entraîneur? Parce que vous avez été retenu parmi la centaine de candidatures. Pour les 3, lui, Paul Fink et comment dirais-je, quelles ont été les références de Aliou Cissé quand on sait qu'il n'a pas entraîné une équipe? Les critères. Quand il postulait, il était déjà parti aux Jeux Olympiques avec nous. Comme adjoint. Oui, mais d'accord. Et c'est vous-même qui avez qualifié les Jeux Olympiques. Vous avez qualifié le Sénégal aux Jeux Olympiques. Vous pouvez appeler ça. Ensuite, on vous a fait une promotion en adjoint d'Amara. On lui a fait la promotion. Non, c'est en même temps. Non, j'ai dit, lui, il a été adjoint. Oui. Quelles sont ses références comme entraîneur pour qu'on le... Mais il est diplômé, comme vous. Il a la licence A comme nous. Mais il a son diplôme. Il a son DEPF. Il est diplômé comme vous. Il a été ancien footballeur, capitaine de l'équipe nationale. Il s'est intéressé à l'entraînement. Il a fait ses piges en Europe. Il est venu au Sénégal également aussi, il s'est engagé. D'accord. Maintenant... Et nous pensons également aussi que par son engagement et par sa rigueur et ensuite sa volonté à vouloir étaient des critères sur lesquels effectivement on pouvait en faire un entraîneur. Mais il était à côté de gens qui étaient beaucoup plus expérimentés dans la chose. C'est peut-être ça. Et quand on sait aussi... Je reprends mes questions. Quand on sait aussi que quand nous faisions la licence à la CAF, Giresse a été programmé pour participer à cette licence-là. Comme vous l'avez dit, il ne s'est pas présenté. Je ne sais pas quels sont les diplômes que Giresse a. Je voudrais savoir. Mais Alain Giresse a fait ses diplômes en même temps que tous ces jeunes professionnels de France dont vous parlez. Il a son DEPF, il a son diplôme d'entraîneur professionnel en France. Il l'a.
Camarade, le diplôme, excusez-moi de faire une intrusion. Non, d'accord. On va avancer. Parce qu'il y a un CV quand même qui a été mis en place. Il y a également aussi un dossier qui a été mis en place. Mayacine, on va avancer un peu, c'est important. Parce que également la fédération s'est réunie ce mardi, on va dire tout au long de la journée. Maintenant, on voudrait savoir quel profil, on a connu un sorcier blanc, on a connu un sorcier noir, quel profil, on va dire, pour le prochain sélectionneur du Sénégal. Si vous voulez d'abord vous, et ensuite on laisse terminer par Mayacine. Moi, je crois que le profil, c'est d'abord avoir du caractère, genre l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Comme Hervé Renard. Hervé Renard, très ferme dans ce qu'il fait, debout durant toute la rencontre, s'imposant devant les joueurs. On l'a vu sortir à plusieurs reprises, et le capitaine. Hein? Vous faites ce que je veux, sinon je vous sors, il n'y a pas de vedette dans mon équipe. Sorte dictateur, quoi. Mettre tout le monde au même pied, ne pas avoir de parti, parce que je ne comprends pas que le Sénégal joue la première rencontre avec comme arrière-gauche Pape Ndiaye Soare, qui a peut-être dormi en premier mi-temps, mais qui s'est réveillé en deuxième mi-temps et qui était à l'origine des buts sénégalais, et qu'on le change dans un match de combat comme devant l'Algérie. Un garçon, par exemple, une défense à 3 contre une équipe, première équipe africaine, un poste de latéral droit qu'on laisse sans en trouver quelqu'un qui puisse l'assumer. Donc des problèmes, mais comme je dis, tout cela a été fait parce que l'entraîneur et la direction technique nationale ne parlaient pas les mêmes. Il nous faut un blanc ou bien un noir, ou bien comme un fils du pays, non, comme moi je veux, je veux un gars qui est capable de diriger l'équipe. Qui soit blanc, qui soit bon. Qui soit bon, mais pas de couleur. Pas de couleur. Moi, je veux que l'entraîneur, le sélectionneur, soit un homme de caractère, un homme à forte personnalité, un homme qui collabore, un homme qui ne fait pas tout lui seul, un homme très ouvert au niveau de la presse, au niveau des membres de la fédération, au niveau des Sénégalais, pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais le fait de se retirer, d'être dans un endroit où on ne peut pas y accéder, tout cela n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, on a appris que Jurès était mis à dos tous les journalistes. Alors, M. Camara, quel profil vraiment pour le prochain sélectionneur des Lions? Quand on me parle de rigueur, je pense que Bokande est très rigoureux. Il a dirigé l'équipe nationale. Amara Traoré est très rigoureux. Il a dirigé l'équipe nationale. Je pense que l'un dans l'autre, je pense qu'on doit chercher un entraîneur qui soit compétent pour cette tâche. Qui, selon vous, par exemple? Il y a des présomptions de compétences dans un premier temps. Et il y a le profil de l'entraîneur. Vous pensez à quelqu'un? Il faut aussi, que ce soit un noir, un blanc, un jaune ou un rouge, ce n'est pas ce qui est important. Il y a des attentes. Nous sommes un sport. Et le sport, par définition, c'est la recherche effrénée de performance. Il faut que des gens nous amènent à faire la performance. Et tout ce qui converge autour, tout ce qui gravite autour de ça, il faut qu'il y ait la performance. Et la performance, on peut avoir une génération spontanée comme en 2002. Mais aussi, il faut, je pense, à mon avis, planifier certaines choses. Doit-on donner la chance à Aliou Cissé, par exemple? Aliou Cissé, doit-on lui donner sa chance? Moi, je ne pourrais pas me prononcer sur ça. Vous refusez? Je refuse de me prononcer sur ça. Mais je dis qu'il faut qu'il y ait des présomptions de conséquence. Donc, d'où un diplôme. Et il faut qu'il y ait un gars qui soit dans les dispositions, qui ait le profil de nous donner la performance. Parce que nous voulons la performance. Parce que nous sommes en sport. Et le sport, on gagne ou on ne gagne pas. Alors, M. Fall. Si on ne gagne pas, bon, voilà. C'est ça. Merci infiniment, M. Camara. M. Fall, quel profil pour le prochain sélectionneur? Deux choses. Oui, rapidement. Le diplôme ne fait pas l'entraîneur. On l'a vu aussi bien au niveau du football. Ensuite, moi je suis pour la compétence locale. Parce que quand on gagne, il y a des sentiments qu'un étranger ne peut pas avoir. C'est comme pour les Navetan. Quand tu ne joues pas pour ton quartier, tu fais le mercenaire, tu vas jouer à un autre quartier. Même s'il y a des victoires, toi tu es comme un exilé dans cette affaire-là. Moi je suis pour la compétence locale, d'autant plus que il y a des Massimar. Il y a des Boubacar Sarr qui ont côtoyé le haut niveau au PSG. Mais ils ont tous entraîné l'équipe, ces gens-là. Mais on peut leur donner leur chance. Ils ont tous passé par là. Ils ont tous passé par là. Racine a entraîné l'équipe, Locotte a entraîné l'équipe, Bakary a entraîné l'équipe. Tout le monde. Koto également, le dernier en date. Oui, mais je dis. Il n'y a pas d'entraîneur sénégalais qui n'ait pas entraîné l'équipe nationale. Tous les entraîneurs sont passés. La vérité de demain, c'est celui de hier. Je parle de quantité, quoi. Je laisse la parole. Oui, s'il vous plaît. Il y a des jeunes entraîneurs. On a terminé. Il faut en posséder. D'accord. Non, le
cause de Guédiawaye, on a buté. D'accord, s'il vous plaît. La vérité de demain se nourrit de l'heure d'hier. C'est le temps qui est trop court. Quel profil pour juste pour dire que, vous savez, il y a un pas qui a été gagné et qu'il ne faut pas négliger. Je pense que quand on sortait de 2012, on était incapable d'expliquer les raisons de notre échec. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, je pense qu'on est capable d'expliquer voilà pourquoi on n'a pas réussi. Mais on va le corriger et avancer. Quel profil? C'est juste que le profil, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'on a profilé. Le profil, d'abord, c'est des compétences techniques. Donc, il faut que d'abord qu'il soit quelqu'un du métier. Donc, et ça dit que traduit par effectivement des compétences techniques, donc diplômé, un entraîneur. Et ensuite, surtout la connaissance de l'Afrique, c'est important. La connaissance du jeu. Et ensuite, voir un entraîneur qui s'adapte au profil de l'équipe qu'on a, des joueurs qu'on a, c'est important. Et ensuite, rigoureux, passionné et engagé dans ce qu'on fait. Est-ce qu'à la fédération, il y a les hommes qu'il faut à la place? Parce qu'on dit que vraiment, la fédération, c'est, on va dire, c'est embourbé de gens qui viennent du Navétane. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est des considérations tout à fait irrespectables. Je pense qu'un dirigeant, n'est-ce pas, il se force. Nous tous, nous avons fait le Navétane. Nous tous, nous avons fait le Navétane. Il n'y a pas un seul sportif sénégalais, un dirigeant aujourd'hui, qui n'a pas fait le Navétane. Merci à vous infiniment, Mayacine. Merci à vous, Mayacine. Je rappelle, le directeur technique national. C'est juste que nous sommes arrivés à la fin vraiment de ce débat spécial, de débat passionnant quand même, parce qu'il était question vraiment de savoir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché à la CAN, pourquoi l'équipe nationale du Sénégal peine à décoller, peine à se qualifier, on va dire, au second tour, ou peine même à faire des résultats. À chaque fois, c'est quand même on va dire, des espoirs, voilà, des espoirs de tout un peuple qui tombe à l'eau. Je ne sais pas si le mot est trop fort ou est bien dit. Merci à vous également, Abou Hassan Fall, observateur. Merci à vous, doyen Papa Dia. Je rappelle également que nous avons beaucoup de plaisir à suivre sur Sud FM, la première radio privée. Merci à vous. Merci à vous également, Papa Camara. Merci à vous les téléspectateurs. C'est la fin de ce débat spécial. Bonne suite de programme sur la télévision Africa 7.